Je me suis demandé à votre invitation ce que j'allais pouvoir vous apprendre, vous dire, que vous le sachiez déjà, puisque vous le vivez et que vous en avez une intelligence qui est bien supérieure, la plupart du temps, par l'expérience, à l'intelligence théorique qu'on peut avoir des phénomènes. Donc je pense que je vais aller extrêmement vite sur la description des phénomènes que vous connaissez, pour revenir davantage sur ce que sociologiquement on peut appréhender de leur cause, d'une certaine façon. Et leur cause pour nous, c'est cette question: quel groupe social, quel type d'agent social, avec quelle propriété, de quel recrutement sont-ils issus, qui produit ces politiques. Pour répondre à la question qui est posée, et à laquelle je ne répondrai pas, quelle politique publique développer et à partir de quels échelons, on peut évidemment répondre déjà toutes les politiques publiques aujourd'hui empêchées, il faut les développer et empêcher à tous les échelons. Mais c'est sur les mécanismes qui empêchent d'agir les services publics que porte mon propos, car actuellement, ce qu'insensiblement est à l'œuvre, c'est une sorte de révolution silencieuse, une civilisation qui disparaît. La civilisation des services publics, une civilisation où les inégalités des marchés étaient corrigées un peu par l'égalité sociale que généraient les services publics, et cette civilisation, tout se conjugue pour la faire disparaître. Elle passait par la péréquation des coûts des services rendus au public au bénéfice des plus démunis. C'était la civilisation des protections sociales, des solidarités sociales, des services non pas vendus, mais rendus. La civilisation où des biens étaient non pas des marchandises, mais jugés des biens communs, des patrimoines communs, à tous et pour tous disponibles. C'était la civilisation d'une certaine sécurité sociale qui cède le pas à la sécurité sociale généralisée, à une concurrence de tous contre tous. Cette concurrence de tous contre tous a des effets, et notamment des effets en termes de vote. On le constatera malheureusement aux prochaines départementales. Cet état social, je voudrais simplement dire en propos liminaire qu'il n'a pas été, que ce n'est pas un acquis, c'était une conquête sociale. La conquête des luttes du passé. Et ce passé d'ailleurs nous oblige à maintenir ces conquêtes. Parce que ces conquêtes, ce sont des vies de militants syndicalistes, de militants communistes d'hier, de militants anarchistes d'hier, de militants ouvriers d'hier, de militants féministes d'hier, je dirais même de militants socialistes d'hier, quand tous les socialistes étaient socialistes, si j'osais. Et ces vies, on les oublie trop souvent, ces vies de peine, ces vies qui généralement ont débouché sur des répressions. C'est aujourd'hui ces vies avec cette civilisation que l'on doit soit abandonner, soit prolonger. La dynamique à l'œuvre sous Sarkozy avec la RGPP et avec la MAP poursuivie par la modernisation de l'action publique poursuivie sous Hollande, prend deux formes en réalité, deux formes qui sont deux formes dont la seconde est moins aperçue, deux dynamiques. Mais on pourrait, si l'on voulait les caractériser d'un mot, c'est l'alliance du fric et de la trique. L'alliance du fric et de la trique, et on le voit d'ailleurs dans le passage par le 49.3 de la trique, pour la loi Macron, le fric. Deux formes, deux dynamiques. La première, bien sûr, ce sont des compressions du périmètre de l'État et des compressions multiformes du périmètre de l'État et des compressions des capacités d'action des services publics territoriaux pour mieux externaliser les services qu'ils rendaient
vers des entreprises privées, mais aussi pour faire rentrer les critères d'évaluation du privé, pour importer des règles de management privé dans les services publics. Je vais très peu développer ça, même peut-être pas, parce que c'est pas le plus intéressant, puis le temps est très limité. Le second aspect, c'est la seconde dynamique qu'on observe dans toutes ces réformes. C'est ce que nous avons dans l'État démantelé, qui est un livre collectif, nommé des formes de caporalisation de l'action publique. Un resserrement des contrôles lié à un resserrement de l'intensification du travail, un resserrement, pourrait-on dire, d'un point de vue militaire, des chaînes de commandement. Sur les compressions des services publics, je veux simplement dire des mots, lancer des pistes pour expliquer. Il faudrait continuer ces pistes. Mais la première des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi ont-elles fonctionné d'abord, et pourquoi ont-elles été si vite? Pourquoi ont-elles fonctionné et ont-elles été si vite? Comment comprendre l'empressement des ministères, notamment sous Sarkozy, mais ensuite également, à détruire finalement leur capacité d'agir? Comme si la priorité de leur politique publique devenait de casser les instruments de leur politique publique. Je crois qu'il faut garder à l'esprit le fait que les équipes ministérielles sont dans un jeu concurrentiel où la performance de l'équipe dirigeante du ministère est évaluée à l'aune de cette logique comptable de rendu d'emploi. Et que la dynamique de l'empressement à en faire toujours plus pour rendre des emplois s'explique par cette concurrence. Chaque cabinet ministériel est en concurrence avec tous les autres et empressé de plaire, sous risque de perdre une place qui est une place qui constitue le sommet de l'ascension professionnelle et des professionnels de la politique et des professionnels de la haute administration. Et une fois qu'on est au sommet de ce circuit, évidemment, il faut s'employer à disposer d'un coup d'avance par rapport à des rivaux potentiels. Donc je crois qu'on peut, par cette concurrence, Bourdieu aurait dit ce champ, c'est-à-dire cet espace de relations concurrentielles de la haute fonction publique et des cabinets ministériels, expliquer le fait que tant de réformes allant toutes dans le même sens et dans tous les départements ministériels aient vu le jour. Sur la caporalisation de l'action publique, je le disais tout à l'heure, nous sommes en présence d'une alliance neuve entre le fric, j'allais dire, et la trique, pour aller vite, et ça tient pour une part à l'émergence d'un nouveau personnel politique. Je vais revenir ensuite sur les cabinets ministériels, mais l'émergence d'un nouveau personnel politique. Parce que dans l'État, au sommet de l'État, traditionnellement et depuis longtemps, les hauts fonctionnaires des finances tentent d'imposer une définition de l'intérêt général qui se réduit au maintien des équilibres comptables. Enfin, une logique comptable, ce qu'ils appellent des équilibres comptables, qui en réalité sont des déséquilibres pour les populations. Mais jusqu'ici, leur zèle à développer cette logique purement comptable était quand même contrarié par un fonctionnement de l'administration qui protégeait certaines plages d'autonomie. Or, récemment, ont accédé aux plus hautes positions d'autorité dans l'État, et on le voit, on peut l'incarner, de purs produits des filières d'ascension politique, exclusivement promus par et dans l'activité politique. Manuel Valls a, je crois, une licence. Tant d'autres. Benoît Hamon. Tant d'autres. Donc, ces personnes, il faut quand même le voir, Jean-Marc Ayrault était professeur d'allemand. Par rapport aux polytechniciens, aux énarques qui auparavant, regardons bien la différence dans les trajectoires. Ce sont
de purs produits de filières d'ascension politique dans le monde des professionnels de la politique. Et cette nouvelle élite, confrontée à des autorités anciennes plus titrées qui dominaient certains secteurs, les professeurs de médecine, les magistrats, les polytechniciens, etc. Cette nouvelle élite n'a eu d'autre travail que de dévaluer ces autorités anciennes qui procédaient de filières de consécration plus légitimes pour assurer son autorité propre. Comment les dévaluer? Les dévaluer dans l'alliance avec les hauts fonctionnaires des finances, car ainsi on pouvait réduire leur budget, les tenir mieux, les tenir alors que rien du point de vue du crédit symbolique ou du capital culturel ne permettait de les tenir. Et c'est ainsi, bien sûr, qu'on peut s'expliquer beaucoup de réformes, des désignations politiques à des postes clés qui ignorent les commissions de déontologie, François Pérolle, la nomination d'un patron du privé qui cumule sa fonction ancienne avec la direction d'une entreprise publique, au mépris des traditions de promotion interne, Proprio à EDF, le renvoi des préfets, parce que dans leur immédiat, comme ça, le fait de prince, parce qu'il y a des troubles lors des tournées du président de la République en province, mais aussi l'encouragement à la fusion des grands corps pour mieux les affaiblir, par exemple la fusion des ingénieurs des mines et des télécommunications, mais aussi, bien sûr, la LRU à l'université, qui donne tout pouvoir au président de l'université contre leurs collègues, c'est-à-dire contre la collégialité du fonctionnement universitaire, mais aussi la mise en place de sortes de préfets sanitaires sur un modèle là aussi très caporalisé à la tête des agences régionales de santé, etc., etc. Tous ces mécanismes contribuent, se déclinant, avec la nomination de managers désormais, soit à la tête de services d'État, centraux, régionaux, départementaux ou dans les collectivités territoriales. Cette mise en place d'un nouveau personnel managérial, évidemment, se traduit par l'importation de ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire le management privé dans la fonction publique. Un des exemples que vous connaissez, s'il y a des gens qui viennent d'Argenteuil ici, c'est évidemment la nomination, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-ci local, d'Harold Mattison à la Direction Générale des Services d'Argenteuil. Le mec vient d'un cabinet d'audit privé, et sous 2 ans, il s'est donné pour tâche de, entre guillemets, comme on dit, restaurer l'équilibre des comptes, c'est-à-dire tailler, virer tous les CDD, ne pas les remplacer, privatiser la piscine, regrouper les crèches, en finir avec les aides pour l'action des éducateurs non scolaires, etc. On retrouve des Harold Mattison en plus ou moins grand à tous les échelons de la réforme de l'État et des collectivités territoriales. La dernière chose que je veux dire est la chose suivante, finalement, comment comprendre, comment s'expliquer dans l'alternance les mêmes choix néolibéraux aient été reproduits. Et cela tient, je pense, à la composition et au nouveau recrutement de la haute administration. Et donc le problème, c'est que ça va continuer, sauf à changer ce recrutement. Ce qui n'est pas si simple. Ce recrutement et cette composition. D'abord, premièrement, quelques remarques. Un, il n'y a eu jamais jusqu'alors autant d'allers-retours entre les grandes entreprises, l'administration centrale, les entourages ministériels et présidentiels. Et donc, ces allers-retours entre le public et le privé, où occuper une haute fonction dans l'État permet de se transférer vers une haute fonction
à la direction des entreprises du CAC 40, puis de revenir dans l'État à une plus haute fonction encore, cette circularité-là fait en sorte que circulent, bien sûr, les recettes de management du privé. C'est un premier point. Cette circulation accélère donc les carrières. Et c'est pourquoi elle est si compliquée. C'est une nouveauté. Auparavant, il y avait des pantouflages. Hein. Mais là, il n'y a même plus de mots. Ce n'est plus du pantouflage. Parce que c'est... regardez, à titre d'exemple un petit peu archétypique, j'allais dire, ce que fait Arnaud Montebourg sortant du ministère des Finances. Une école pour devenir manager. Un ministre des Finances de la République. Bien, cette circulation, qui est plus rapide que jamais, a été facilitée aussi par la transformation des écoles du pouvoir, Sciences Po, l'ENA, et même Polytechnique. Polytechnique, vous avez des cours de mathématiques financières, désormais, qui se transforment en business school. Et désormais, le cursus d'excellence dans l'élite, d'ailleurs, ne se borne plus à Sciences Po, l'ENA, mais il se conjugue à des formations à HEC, ou à l'ESSEC, ou dans des business schools américaines. Et c'est cette conjugaison même entre définition de l'intérêt général et intégration très tôt d'une logique managériale, comptable et privée, qui fait que le logiciel de penser dans les cabinets ministériels, d'abord tous s'accordent autour de lui, puisque tous, ou à peu près, sont issus des mêmes formations, et il est perçu comme une évidence, il est perçu comme incontournable. Seul éventuellement, de façon, j'allais dire, à la marge, sur les modalités d'application, il peut y avoir des débats entre les équipes ministérielles. Mais fondamentalement, on comprend ainsi la permanence des recettes de gouvernance, entre guillemets, ou de management, qu'ont mis en place, comme leurs prédécesseurs, les équipes actuelles. Cela tient à leur recrutement. Bien, je le disais tout à l'heure, à des étages différents, non pas dans l'État, mais dans les collectivités locales ou à des niveaux régionaux, on retrouve, émanant d'écoles moins prestigieuses, mais tout le temps avec cette mixité dans les formations, des chasseurs de loups, hein, des directeurs généraux qui, prioritairement, désormais doivent devenir, et qui viennent souvent du consulting, qui doivent devenir des cost killers, qui viennent souvent du consulting et qui appellent des consultants pour réorganiser, vous le savez mieux que moi, les services dans les conseils régionaux, dans maintenant les départements, dans les communes. Que de fric donné au privé qui vient donner des leçons appliquées ensuite par les décideurs publics, qui vient donner des leçons aux fonctionnaires sans consultation même des fonctionnaires. De l'extérieur. C'est là, alors on connaissait l'externalisation façon partenariat public-privé, il faudrait ajouter cette seconde externalisation, qui est l'externalisation des décisions du public fabriquées par des consultants extérieurs et privés. Partout presque désormais. Je pense que, et pour terminer, que toutes ces transformations dans les cabinets ministériels, dans ce que peut-être on pourrait nommer la nouvelle noblesse libérale d'État, car il s'agit bien d'une noblesse, issue des meilleurs établissements, souvent privés, ne connaissant que leurs semblables, vivant dans les beaux quartiers, sous triple digicode, comme les Pinson et Pinson-Charlot les décrivent bien, et n'ayant des employés, des ouvriers, des techniciens, des salariés, des chômeurs, a priori, aucune espèce de connaissance, parce qu'aucune espèce de relation avec eux.
Donc, on comprend aussi comment ces gens peuvent, sans remords, sans regret, sans même y penser, sans capacité de pouvoir y penser, adopter les politiques qu'ils adoptent. Ils n'ont aucune idée des misères qu'ils produisent. Ils n'ont aucune idée de qui nous sommes. Et je pense que parler de noblesse libérale d'État est aujourd'hui un concept qu'il faut prendre. Bourdieu avait, dans la noblesse d'État, évidemment élaboré l'idée, mais qui est aujourd'hui plus vivace que jamais, puisque nous passons non plus d'un système de classe se reproduisant à un système de classe se reproduisant, mais bien plutôt à une fermeture de castes dirigeantes qui protègent par tout moyen ces privilèges. Pour terminer, je dirais simplement la chose suivante, qu'il n'y ait pas eu plus de résistance que cela. Il y en a eu, mais qu'il n'y ait pas eu plus de résistance que cela à ces transformations, qui sont des transformations qui détruisent une civilisation. Peut nous sembler quand même quelque chose d'extravagant. Non pas qu'on ait envie de laisser faire, mais ça se fait. Et chacun maintenant anticipe comment se placer, et comment s'en tirer, et comment, dans la nouvelle donne. Comment l'expliquer? Là aussi, malheureusement, je crois qu'il y a des phénomènes structuraux qui sont très lourds. Par exemple, entre autres choses, la transformation du Parti socialiste en un parti de cadres supérieurs et de profession libérale, en un parti où il n'y a quasiment plus d'employés, quasiment plus d'ouvriers, quasiment plus de chômeurs, et un parti qui est un parti tout entier centré vers soit l'accès anticipé à des postes d'élus, professionnalisation politique, ce qui n'incline pas, bien sûr, à la rébellion, soit par ricochet à avoir des postes de collaborateurs d'élus. Cette transformation du Parti socialiste, puisque c'est le parti qui dirige les équipes gouvernementales de gauche, est quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important. Parce que ça ne va pas changer comme ça. L'autre point que l'on peut dire, bien sûr, mais ça vous le connaissez, tient à une forme de désyndicalisation et à toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui pour fabriquer de l'intérêt commun entre salariés, notamment avec les nouvelles formes d'organisation du travail qui mettent toujours davantage en concurrence les salariés entre eux. Et ça, vous connaissez ça mieux que moi. Le dernier point que nous avions noté dans l'état démantelé est, et je terminerai par là, le fait qu'il y a eu des protestations, il y en a toujours. Mais ces protestations sont juxtaposées. Ces protestations n'ont pas de temporalité commune. Ces protestations sont au coup par coup. Émanant d'ailleurs souvent, bien sûr, de catégories sociales qui ne se connaissent ou ne se fréquentent pas. Bon, les protestations des professeurs de médecine ou des enseignants-chercheurs à l'université ne rencontrent pas les protestations des personnels communaux. Et pourtant, ces protestations ont une même origine. Ces réformes libérales et managériales de l'État. Donc, se dessine en creux ce que nous avons à faire. Se dessine en creux le fait que, bien sûr, il faut les relier. Que, bien sûr, le travail difficile est de faire apparaître les logiques qui président à la situation où être agent du service public devient mission impossible, faire toujours plus avec toujours moins de moyens, et en plus, une violence au guichet, et on le comprend, qui s'accroît. Parce que les populations ne peuvent plus être servies comme auparavant. Il faut donc faire apparaître cet intérêt commun. Il y a des cadres qui existent, et il y a des moments qui existent. Je sors de mon rôle de sociologue, mais je suis dans mon rôle coordinateur de la Fondation Copernic pour dire que, sous ce rapport, il me semble que, bien sûr, la manifestation du 9 avril, où tous se regroupent au coude à coude, est incontournable, et qu'il en faut plein,
et que bien sûr, développer comme le collectif 3A tente de le faire aussi à l'impulsion de l'UGFF, et c'est absolument fondamental, une réunion de tous ceux qui résistent à l'austérité, collectif 3A alternative à l'austérité, c'est essentiel. C'est essentiel, et je terminerai juste par cette phrase en disant que c'est essentiel pas pour nous simplement, pas pour les générations futures uniquement, mais parce que, je le disais, cette civilisation du passé a été conquise par les luttes du passé, et que ce passé nous oblige.